Voilà, nous allons donc continuer, oui, en virtuel. Oui, nous allons donc avoir avec nous Patrick Préville, qui est directeur général de la Fédération de l'habitation coopérative du Québec. Comment ça va, Monsieur Préville? Ça va bien? Oui, oui, ça va bien, merci. Oui, la vie est toujours belle. La quoi? La vie. Ah, la vie, Ah, oui. ah oui, la vie La est vie toujours est fantastique. belle, hein? Elle est fantastique, merci. Bon, alors, on parle des coopératives, parce que tout à l'heure, j'ai fait une entrevue à propos des logements à loyer modique, à propos de ces listes d'attente pour l'Office municipal d'habitation à Montréal. C'est l'enfer, c'est l'enfer. Maintenant, si on parle de cette autre possibilité de créer des logements à prix modique, c'est ça, c'est les coopératives d'habitation. Comment on forme une coopérative d'habitation? D'ailleurs, moi, ma première question, c'est de savoir, c'est quoi la plus grosse difficulté dans les démarches? Il faut avoir le terrain, il faut avoir de l'argent, une subvention pour créer cette coopérative et mettre la coopérative en marche. Laquelle est la première démarche à faire, Monsieur Préville? Eh bien, Monsieur Pierre, la question est entière, puis elle n'est pas si simple que ça à répondre, parce que dans le fond, ça dépend un peu du projet coopératif que vous voulez développer. En réalité, donc, c'est sûr que la subvention, elle est nécessaire pour pouvoir déjà acheter le terrain. Donc, vous voyez, donc, quand on parle de l'œuf ou la poule, là, donc, on arrive justement dans cette dynamique-là. Donc, on a besoin de la subvention pour acheter le terrain. Si on n'a pas la subvention, on n'a pas le terrain. Mais le terrain, donc, on pourrait l'obtenir aussi de différentes façons. Un don, par exemple, d'une municipalité, d'une entreprise, d'un particulier. Donc, il y a différentes façons d'obtenir un terrain. Mais c'est sûr et certain que ça dépend du type de projet coopératif qu'on souhaite mettre sur pied. Donc, c'est Mhm. sûr et certain que si on veut avoir une forte abordabilité d'entrée de jeu, la subvention va être nécessaire pour justement atteindre une abordabilité, disons, très marquée. Mais la subvention, à toute fin pratique, dans le secteur coopératif, vous savez, l'habitation coopérative n'est pas différente de Desjardins ou de Solio ou d'AgroPure, qui sont de grands groupes coopératifs. On pourrait, par exemple, penser à développer aussi une coop d'habitation sans l'aide de subventions. Et là, il faudrait être imaginatif au niveau de comment financer le projet. Mais il y a toujours donc des gens, donc des fonds ou même des particuliers qui pourraient investir dans un projet coopératif. Bref, la question, elle est simple, mais la réponse, elle l'est pas tellement. Ça va dépendre beaucoup du projet coopératif qu'on veut mettre en place. Et La par... démarche pour Oui, démarrer oui. une coopérative, parce que ça, c'était votre question. Ben, dans le fond, il y a deux façons. Déjà, les citoyens qui souhaitent partir demain matin un projet d'habitation coopérative, ben, doivent déjà se réunir, un peu réfléchir là, à leur projet coopératif. C'est quoi la mission qu'on va donner à notre coopérative d'habitation? Est-ce que ce sera une mission famille, une mission intergénérationnelle, une mission de mixité culturelle? Donc, on a même des coopératives d'artistes, M. Pierre. Donc, il Ouais. y a vraiment des coopératives pour tous les goûts. Une fois qu'on a déterminé la mission, ben là, il y a des groupes comme le nôtre, comme la FHCQ ou encore des GRT, des groupes de ressources techniques, qui vont être là, dans le fond, pour pouvoir vous aider à développer votre projet étape par étape, de la recherche de subventions à la recherche de terrain jusqu'à la remise des clés finales. Alors, donc, je comprends qu'on peut commencer notre groupe coopératif entre amis, comme ça, un groupe social, et puis prendre des conseils naturellement après avoir consolidé notre groupe pour l'avancement du groupe comme tel, hein? Exactement, c'est ça. Puis la fédération, donc, nous, on est là pour accompagner ces groupes-là, comme les GRT, les groupes de ressources techniques, qui sont des organismes qu'on retrouve un peu partout au Québec. Nous, on est une fédération nationale, donc bien entendu, on peut aider donc tous les groupes citoyens à travers la province. Mhm. Mais plus encore, donc ça c'est la première étape, mais il y a aussi les coopératives d'habitation qui peuvent se développer. Donc, les coopératives d'habitation ont la possibilité de faire, moi, ce que j'aime appeler des bébés coop. Donc, elles peuvent développer leur projet coopératif, faire de l'acquisition d'immeubles,
faire du développement immobilier, acheter un terrain, lever de terre, donc un nouvel immeuble, pour grandir un peu les rangs du membership de leur coopérative. Donc, vraiment, pour développer une coop, là, on peut être créatif, imaginatif. Dans le fond, c'est un volet très important de l'entrepreneuriat collectif, là, les coops d'habitation. Parce qu'on parle également d'une liste d'attente pour les coopératives. C'est pas tout le monde qui veut rentrer et qui rentre en criant ciseaux comme ça. Non, 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 effectivement. Puis, vous parliez donc un peu plus tôt que vous avez donc mené une entrevue sur les HLM. Ouais. Bien, c'est vrai que les listes d'attente pour les HLM sont grandes. Il y a de forts besoins actuellement. On a une crise du logement. Les prix des loyers n'arrêtent pas d'augmenter. C'est vraiment difficile pour tout le monde. Ça touche de plus en plus la classe moyenne d'ailleurs. Ben, c'est sûr et certain que c'est des vases communicants, tout ça, M. Pierre. Donc, les coops d'habitation, elles sont directement touchées par ça. Les listes d'attente explosent. Et la coop d'habitation, elle ne cherche pas des gens qui cherchent un logement pas cher. Hein? Donc, ce n'est pas dans sa mission. Donc, elle cherche des gens qui veulent s'investir, s'engager dans la coopérative. Il y a une nécessité d'engagement pour faire baisser les frais d'opération. Hein, vous savez, donc toutes les tâches de gestion financière, d'entretien, des rénovations, etc., animer la vie associative, ben, si on l'impartit, donc dans une firme de gestion, par exemple, ben, ça coûte de l'argent, ça. Donc, plus nos frais d'opération coûtent cher, plus les loyers augmentent. Donc, si on veut maintenir des loyers très abordables, ben, c'est pour ça qu'on demande donc un engagement de la part des gens. C'est pour ça que la sélection des membres est très importante. C'est comme un pour tous et tous pour un. Oui, c'est comme Ouais. les mousquetaires, Ouais, exactement. c'est ça. Alors donc, ça diffère pas mal parce que je regardais le modèle de condo lorsqu'on habite, mais on est des propriétaires lorsqu'on est en condo, mais par contre, les coopératives, ça reste à l'ensemble de l'organisation. Ben, c'est exactement ça. C'est la grande, grande différence, c'est que la coopérative, elle demeure dans la collectivité, alors que le condo, ben, les individus qui habitent dans le condo vont tirer un certain profit, là, ne serait-ce qu'au moment de la vente de l'actif immobilier. Exactement. Mais il reste que on peut avoir un certain droit de regard. Exemple, j'ai mon fils qui habite avec moi. Je pars sur mes terres en Haïti. Mon fils continue d'habiter la coopérative, c'est ça? Exactement, c'est ça. En fait, donc, une fois que le ménage est constitué dans la coopérative, tout le monde est membre ou donc tout est organisé comme ça. Effectivement, donc, un membre de la famille peut continuer à vivre dans la coopérative. La coopérative, c'est un milieu de vie qui est super riche, riche de ses gens. Il y a beaucoup d'entraide, de la résilience. Puis évidemment que ça enrichit aussi financièrement donc les ménages qui habitent dans la coopérative parce que les loyers donc sont nettement plus bas que le marché. Là. Donc, il y a un net avantage d'habiter dans une coopérative d'habitation, surtout par les temps qui courent. Est-ce que vous avez quelques modèles de coopératives qui marchent? Parce qu'on a parlé aussi de quelques coopératives qui ne marchent pas, qui restent à l'abandon, etc. Des coopératives qui marchent. Ben, il y en a plein qui fonctionnent, M. Pierre. Donc, on a 1300 coops au Québec. Donc, Mhm. pour une pomme pourrie, il y en a 10 qui fonctionnent très, très bien. Ce sont des entreprises d'économie sociale. Donc, les membres coopératifs qui réussissent à mettre cette casquette-là d'entreprise collective, ben, ils réussissent très, très bien. Je pense par exemple à la coop Côte-des-Neiges ou encore la coopérative Mylan. Donc, ce sont des coopératives à Montréal de taille très différente. Côte-des-Neiges, là, donc c'est de mémoire une vingtaine de logements. Mylan, on est sur près de 100 logements. Ils ont un modèle coopératif là, donc différent, mais une gouvernance très forte. C'est ce qui les distingue de d'autres coops là, qui fonctionnent moins bien. Puis donc, ce qui est étonnant quand on va à Mylan avec 100 logements, c'est de voir à quel point les gens se connaissent. Donc, c'est tout dire là, comment le modèle coopératif force justement la bonne entente, force la collaboration, la coopération. Puis, ils travaillent en comité, en sous-comité. Tout le monde a son rôle à jouer, puis tout le monde le joue très bien. Donc, c'est vraiment la formule coopérative, là, quand on se met dans ce mode-là de vie collective, ça peut fonctionner très bien. Le problème est justement là, c'est quand les gens décident de s'asseoir sur leurs mains puis de dire, ben moi, je vais bénéficier d'un logement pas cher, puis pour le reste, je m'en fous. Ben justement, quand on s'en fout, la coop, elle, ben,
c'est sûr qu'elle va subir les conséquences de ça. Absolument, c'est tout le monde. On a dit encore tous pour un pour tous. Patrick Préville, directeur général de la Fédération de l'habitation coopérative du Québec. Je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler, Monsieur Préville. Ça a été un plaisir, Monsieur Pierre, quand vous voulez. Merci. À bientôt. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir.